C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue 29e numéro de C'est l'info, je suis très heureux de vous retrouver au sommaire cette semaine. Dimanche 18 mars aura lieu l'élection présidentielle russe. Tout le monde le sait, Vladimir Poutine sera réélu avec une large majorité des voix. Et cette semaine nous recevons Xavier Moreau, il est chef d'entreprise et vit depuis mars 2000 à Moscou. Comment perçoit-il la Russie de Vladimir Poutine? Nous l'avons interrogé sur ce sujet. Et puis la Russie, nous en parlons également avec Fabien Herbert qui s'est intéressé à un aspect particulier, le fait que Vladimir Poutine se présente en candidat libre. Également dans C'est l'info cette semaine, Franck Paganav est retourné à Barcelone 3 mois après les élections. Qu'en est-il vraiment de la situation après que Carles Puigdemont se soit décidé en début de mois à renoncer provisoirement à briguer la présidence de la Catalogne? Jordi Sanchez, toujours en prison, aspire lui à devenir le futur président de cette région. Page spéciale politique française enfin, nous aborderons le cas du Front National qui a changé de nom le week-end dernier et qui s'appelle désormais Rassemblement National. Que vaut vraiment ce changement de nom? Benoît de Valicourt, conseiller en communication, répondra à cette question. Et puis le Parti Socialiste, quel avenir pour un parti en pleine reconstruction? C'est Ella Micheletti des Voix de l'Hexagone qui vous donnera son avis sur ce sujet. Le monde est vaste, mais on n'a qu'une heure, soyez les bienvenus. C'est parti pour C'est l'info 29e édition cette semaine. C'est l'info, l'invité de la semaine. Les Russes sont invités à aller voter au premier tour de l'élection présidentielle le 18 mars prochain. Pourtant, depuis 18 ans, aucun candidat n'a réussi à faire de l'ombre à Vladimir Poutine. On va en parler avec vous, Xavier Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, vous vivez en Russie donc depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, c'était il y a 18 ans. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette présidence Poutine qui a acquis en 18 ans un leadership extrêmement puissant au sein même de son pays? Écoutez, je ne vais pas oser vous dire que c'est un sans faute, mais pourtant on n'en est pas loin. Il faut contempler un peu l'action de Vladimir Poutine sur toute la durée. Et finalement, on s'aperçoit qu'il a entrepris méthodiquement le redressement de la Russie, en commençant par la restauration de l'état de droit, et puis par l'assainissement de l'économie, la reprise en main des infrastructures, la reprise en main de son armée, ce qui n'était pas une chose facile, et que finalement, petit à petit, la Russie est en train de se redresser, est en train de redevenir une grande puissance économique, exportatrice, que même si bien sûr c'est pas parfait, notamment à cause de des crises successives, à la fois en 2008 et en 2014 et 2015, et bien finalement la pauvreté en Russie a diminué de moitié, et que on arrive à un moment finalement d'une société apaisée, qui reprend confiance en elle-même, et ça se sent sur le terrain, bien sûr. Oui, ce qui signifie que le niveau de vie, au-delà effectivement des grandes villes, de Moscou, de Saint-Pétersbourg, s'est nettement amélioré. Oui, tout à fait. En plus, moi, j'ai beaucoup travaillé en région, donc je l'ai vu. Il est vrai qu'au début, il y a 18 ans, lorsque je suis arrivé, Moscou concentrait la richesse. Mais petit à petit, cette richesse s'est répandue sur les villes, ce qu'on appelle les villes millionnaires. Il y a, si je ne me trompe pas, 8 villes de plus d'1 million d'habitants à Moscou. Et petit à petit, ensuite, les villes, donc ce qu'on appelle les villes moyennes, tout est relatif en Russie, bien sûr, de 300, 500 000 habitants. Et même finalement maintenant, même dans les campagnes où la situation reste tout de même encore bien difficile, c'est un peu le ruissellement qui fait rire certains, mais le ruissellement de la richesse, disons, commence à arriver. Et surtout un grand développement de l'extrême-orient russe qui est assez incroyable, qui est assez exceptionnel. Oui, alors comment gouverne Vladimir Poutine? Comment est-il entouré? On sait que son premier ministre Dmitri Medvedev lui est tout à fait fidèle, il a même accepté de prendre sa place, histoire que la constitution soit changée. Oui. Et néanmoins, on sent bien que Poutine ne prépare en aucun cas l'après Poutine, puisque dans 6 ans, il sera contraint, selon la constitution, à quitter le pouvoir.
Oui, d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Hein, il a donné une interview sur NBC il y a quelques jours. Et la journaliste américaine lui a demandé. Il a dit, mais j'ai pas changé la Constitution en 2008. C'est pas pour la changer en 2024. Et, euh, donc, si vous voulez, la succession de Poutine, il pourra commencer vraiment à s'en occuper dans 4 ans. Il est parti pour un mandat de 6 ans. C'est à la fois une préoccupation de long terme, hein, puisque lui-même l'a dit. Il a dit quand on lui a demandé, mais est-ce que vous pensez à votre succession? Il a dit, j'y pense depuis 2000. Donc voilà, il est parfaitement conscient que c'est sa dernière grande rencontre avec l'histoire. Mais du point de vue, je dirais, immédiat, là, il a 4 ans où il va quand même pouvoir penser à autre chose, tout en continuant à observer son entourage et savoir qui pourrait lui succéder. Mais à mon avis, le problème, c'est comme il y a pas vraiment de suspense dans cette élection, les gens essaient d'en créer un artificiellement en disant le problème de la succession de Poutine. Mais bon, c'est pas un problème qui va se poser immédiatement. Il se posera dans 4 ans, à mon avis. Et là, on va commencer à voir dans les quelques candidats qui voudront prendre la relève, on va commencer à les voir arriver un peu plus en devant, plus sur la scène politique, soit prendre des fonctions particulières. Nous allons voir. Oui, alors nous, en Occident, Xavier Moreau, il est vrai que Alexeï Navalny est connu pour être l'opposant russe numéro 1. Alexeï Navalny qui n'a pas obtenu l'aval de la commission électorale centrale pour se porter candidat à l'élection présidentielle. Mais finalement, on se rend bien compte que il n'est pas du tout l'opposant numéro 1 en Russie, et que c'est plutôt le Parti communiste qui représente la principale force d'opposition aux alentours de 35%. C'est ça. Même si le candidat donc Monsieur Grudinin est donné même en dessous de 10% d'après ce que j'ai vu. Il faut voir, mais c'est vrai que de toute manière, quoi qu'il arrive, en tout cas depuis que Vladimir Poutine est au pouvoir, le deuxième parti derrière le parti du gouvernement, c'est le Parti communiste. Et Alexeï Navalny ne représente rien en Russie. Il a tenté d'organiser partout en Russie des grandes manifestations. Ça a été un échec, un fiasco total. À tel point que même à certains moments, il a préféré pas venir. Ou alors déplacer la manifestation au dernier moment pour provoquer une réaction policière. Donc il est dans la provocation, mais il ne représente rien. Et je dis que c'est même injuste et méprisant pour deux partis qui, quoi qu'il arrive, mobilisent des millions d'électeurs, c'est-à-dire, vous avez cité le Parti communiste, mais également le Parti nationaliste, ce qui s'appelle les libéraux-démocrates de Zhirinovsky. Il y a 6 ans, la partie libérale était représentée par quelqu'un de sérieux, qui était le milliardaire Mikhail Prokhorov, qui a fait, je crois, 7%. Toujours derrière le Parti communiste. Donc, mais cette année, malheureusement pour la tendance dite libérale, les deux candidats, à la fois Ksenia Sobchak et Yavlinsky, oscillent entre le grotesque et l'insignifiant. Xavier Moreau, en 18 ans de pouvoir, la pauvreté a donc été réduite en Russie. Le chômage a d'ailleurs lui aussi été réduit. Mais dans le même temps, la croissance russe, longtemps assurée par un pétrole qui n'est aujourd'hui plus roi, est extrêmement vulnérable depuis une dizaine d'années. Et quant à la part du commerce, c'est-à-dire la somme des exportations et des importations au sein même du PIB, eh bien cette part ne cesse de chuter en Russie. Le bilan apparaît donc d'une certaine manière tout de même, mais lié également aux diverses crises mitigées d'une certaine manière. Disons que il faut voir une chose. Moi, je pense qu'au contraire, la croissance a baissé forcément parce que, eh bien, le rouble a dévalué, donc la production est calculée en dollars, et si vous passez d'un rouble en gros à 33, d'un dollar à 33 roubles, à un dollar qui doit être aujourd'hui, je sais pas, 58, forcément ça entraîne dans le calcul en dollars une baisse du PIB. Bon. Ensuite, il est vrai que la Russie a souffert de la baisse des prix du pétrole, mais finalement ça s'est avéré une excellente chose, parce que en plus dans le contexte des sanctions, les Russes ont accepté finalement, eh bien cette dévaluation que tous les économistes un peu sérieux considéraient comme nécessaire depuis 18 ans en fait. La dévaluation est arrivée en 2014. Ça faisait, on était quelques économistes à expliquer justement que le rouble était largement sous-évalué et que
un rouble à 60 ou entre 60 et 70, ce serait devenait une nécessité. Mais ça a aussi un énorme avantage macroéconomique pour le long terme, et c'est ce qui s'est passé en Russie, c'est que, eh bien, tout d'un coup, ça rend la production locale compétitive, non seulement sur le marché intérieur, mais même à l'export. Et ça force notamment les entreprises qui sont étrangères, qui ont investi en Russie, qui ont construit des usines, à intégrer davantage leur production en Russie. Parce que vous savez par exemple que à peu près tous les grands constructeurs automobiles mondiaux ont une ou plusieurs usines en Russie. Pour Renault, par exemple, ça doit être 3 et sans doute bientôt 4. Donc la dévaluation a été un coup dur pour la population russe qui commençait à s'en sortir, qui commençait à retrouver des couleurs, mais en même temps, elle a garanti la pérennité macroéconomique, je dirais, du système russe pour les années qui viennent. Et petit à petit, d'ailleurs, cette baisse du rouble et donc ce regain de compétitivité va avoir des conséquences sur les salaires, sur la richesse russe. Donc les Russes sont patients, ils en ont vu d'autres, et finalement, en plus, comme on était dans l'atmosphère des sanctions, ils ont accepté, alors qu'au finalement les sanctions n'avaient pas grand-chose à voir sur la baisse du rouble. La baisse du rouble, c'est essentiellement la baisse des prix du pétrole. Alors l'une des statistiques qui saute aux yeux également, c'est la priorité des moyens accordés à la chose militaire, dans un contexte de tension frontalière permanente. On pense notamment évidemment à la Crimée et d'interventionnisme au-delà, marqué par la Syrie. Les dépenses militaires ont donc doublé en 20 ans, là où elles ont stagné, voire diminué partout ailleurs. Et c'est une réelle volonté du président Poutine de s'affirmer comme une puissance géopolitique mondiale. Tout à fait. Il faut voir une chose, c'est que le budget russe de la défense, c'est un budget de rattrapage. Parce que pendant les années 90, il n'y a rien qui a été fait. Le complexe militaire-industriel russe a notamment énormément souffert. L'armée était devenue une espèce d'armée de pays sous-développés, avec des comportements qui étaient tout à fait inadmissibles, y compris vis-à-vis des populations civiles pendant la guerre de Tchétchénie, par exemple. Et donc Vladimir Poutine a repris ça en main et il a relancé les grands programmes du complexe militaire-industriel. Mais encore une fois, il faut quand même relativiser. Par rapport en moyenne, le budget de la défense aujourd'hui en Russie, sur ce qui est annoncé pour les prochaines années, c'est du 3,5% du PIB. C'est pas non plus, on n'est pas dans les 25% du PIB à l'époque de l'URSS. Et surtout, le budget est, je crois, plus de 10 fois inférieur au budget américain. Ouais, on ne revit pas une seconde guerre froide. En tout cas, la Russie a également un atout, c'est son application dans la révolution numérique. Les Russes figurent parmi les plus connectés au monde, 163 abonnements mobiles pour 100 habitants. On va parler à présent des médias. Xavier Moreau, comment percevez-vous la manière dont les médias français, européens, occidentaux en général traitent la Russie, puisqu'en tout cas, chez nous en France, l'arrivée de RT, Russia Today, a été mal perçue de la part de l'opinion publique et plus spécifiquement des médias. Voyez-vous derrière Russia Today France une forme de propagande de la part du Kremlin? On rappelle que 20 millions d'euros sont financés par l'État russe. Oui, mais Russia Today, c'est l'équivalent de France 24. Donc c'est une chaîne de télé d'État qui est censée, c'est la chaîne du ministère des Affaires étrangères russe. Voilà. Ce qui n'empêche que certains journalistes peuvent avoir certaines libertés, mais elle est là pour faire passer la vision russe des problèmes internationaux et faire connaître aussi la Russie, puisqu'elle parle aussi des sujets intérieurs, de la même manière que France 24 le fait pour le ministère des Affaires étrangères français. Et la BBC et CNN. Voilà. Donc il y a une ligne directrice, une ligne éditoriale qui n'est pas du tout secrète et les Russes s'en cachent pas. Et oui, c'est un peu ce discours sur les fake news ou sur les médias russes, c'est en fait prendre les Français pour des imbéciles. Simplement, il est évident que les chaînes d'information françaises qui existaient déjà, et de la même manière qu'aux États-Unis ou en Angleterre, les chaînes d'information qui existent, ont peur de la concurrence, surtout quand le ton et la ligne éditoriale proposent une véritable originalité. Entre CNews, BFM TV, tout d'un coup ces chaînes de télé voient arriver un concurrent avec une ligne qui va être forcément, quelquefois même carrément à l'opposé, ça leur fait peur. C'est à la fois une question de gros sous et une question de pas vouloir être pris en flagrant délit de manipulation de l'information sur la Russie ou des choses comme ça. Ouais, voilà, donc ils se défendent et de manière pas très jolie.
en essayant, comme c'est le cas d'ailleurs en Angleterre en ce moment, hein, là il y a de nouveau sous le prétexte du pseudo-empoisonnement d'anciens espions, une volonté en Oui, même temps de faire disparaître Russia Today. où Moscou a effectivement menacé de révoquer les licences de tous les médias britanniques en Ouais, Russie si Russia Today était amené à quitter voilà. la Grande-Bretagne. Donc ça, à la veille de la Coupe du Monde, ça va pas forcément plaire aux Anglais. Bon, d'ailleurs, Donc cette coupe du Monde, elle se passera bien en Russie. Tout est prêt. alors, tout est prêt, si on en croit la FIFA. Je peux vous dire que les Russes vont mettre les moyens comme ils les ont mis à l'époque à Sochi, et ça va être un succès. Très bien. Je disais justement il y a pas longtemps, moi ce que je n'arrive pas à croire, c'est que les Occidentaux vont laisser ça arriver, parce que si vous voulez, quand c'est les intellectuels, les hommes d'affaires, les voilà, qui, qui voyagent en Russie, ils voient bien que les médias français, appelons un chat, mentent. Euh, Même désinforment. Mais quand vous allez avoir, je crois qu'il y a 18 000 supporters français prévus qui vont débarquer à Moscou, à Ekaterinbourg, à Saint-Pétersbourg, qui vont voir le niveau d'infrastructure, l'accueil, l'organisation. Ces gens-là qui sont pas forcément des intellectuels ou des gens vont se rendre compte qu'en fait la télé de tous les jours leur ment. Mais bien effectivement, nous verrons bien entre le 15 juin et le 15 juillet. Merci beaucoup Xavier Moreau d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes donc chef Je vous en prie. d'entreprise et vous vivez en Russie donc depuis 18 ans. On continue à parler de la Russie, cette fois-ci avec Fabien Herbert. Bonjour Fabien. Bonjour Martin. Oui, alors on a oublié de parler d'un petit détail avec Xavier Moreau, chef d'entreprise qui vit à Moscou depuis 18 ans. Et ce détail, eh bien, c'est que Vladimir Poutine, qui semble donc plus fort que jamais, s'est présenté en tant que candidat indépendant et non, comme il le faisait habituellement, sous la bannière de son parti Russie Unie. Quelle est l'importance de ce soi-disant détail, Fabien ? Alors oui Martin, tout à fait. Si ce que vous venez de dire peut être considéré comme un simple détail autour de la campagne présidentielle russe, en réalité ça ne l'est pas du tout. Et c'est presque même l'un des éléments les plus importants de cette présidentielle. En effet, Vladimir Poutine ne s'est pas présenté en 2018 sous la bannière de Russie Unie, le parti de centre-droit qui a émergé sous sa présidence au début des années 2000 et qui dirige le pays. Qui montre que le Kremlin a aujourd'hui pris acte de la baisse de popularité des autorités russes en général. Oui, et pourtant on a tendance à dire que Vladimir Poutine est très populaire en Russie. Oui, tout à fait. Mais il y a une véritable différence entre la perception que la population a du président russe et celle du reste du pouvoir. Bon, je vais développer. Le choix de Vladimir Poutine de ne pas se présenter sous l'étiquette Russie Unie peut paraître étrange lorsque l'on sait que son parti a largement remporté les élections législatives de 2016. Alors qu'en 2011, Russie Unie avait obtenu 49% des voix, elle en a obtenu 54% en 2016. Mais c'est un résultat en trompe-l'œil pour le parti au pouvoir. Alors qu'en 2011, le parti avait recueilli plus de 32 millions de voix, la participation a fortement chuté en 2016 et Russie Unie a perdu près de 4 millions de voix. À l'aune de ces résultats, il est compréhensible de voir à quel point le Kremlin souhaite une forte participation pour les élections présidentielles de 2018. Les études du Levada Center nous donnent un autre indicateur du climat d'insatisfaction de la population russe envers ses autorités. Si les taux d'approbation concernant le président Poutine restent très élevés, autour des 80%, les autres représentants du pouvoir sont en baisse depuis 2016. Ainsi, l'action du Premier ministre Dmitry Medvedev n'est approuvée qu'à 46%, et celle du gouvernement russe qu'à 42%. Toutes ces raisons laissent supposer que le président Poutine a souhaité se défaire des éléments les moins populaires pour être réélu avec le plus de voix possible, en accord avec son pourcentage d'approbation. Dans cette optique, il est plutôt logique qu'il se soit présenté sans son étiquette politique habituelle. Bien sûr, Russie Unie ne présente pas de candidat et soutient le président sortant. Oui, alors est-ce que ce fameux détail aura un impact après l'élection présidentielle ? Alors, si Vladimir Poutine est à nouveau élu le 18 mars, ce qui a de fortes chances d'arriver, cette question de la baisse de popularité du pouvoir russe ne sera pas à prendre à la légère. Elle sera même primordiale, puisqu'un des enjeux de ce qui devrait être le dernier mandat de Vladimir Poutine sera la gestion de sa succession politique. Dans cette perspective, il est possible qu'un nouveau Premier ministre soit désigné, en début ou en cours de mandat, ce qui sera une rupture dans le binôme Poutine-Medvedev,
en place depuis 2008. De nouveaux cadres plus jeunes devraient émerger prochainement autour de Poutine. Enfin, la question de la survie du parti Russie Unie se pose. Est-ce que le pouvoir russe pourrait aller jusqu'à dissoudre le parti majoritaire au Parlement depuis 2017 pour créer une nouvelle force politique recentrée autour du président Poutine? Enfin, si les dirigeants russes, le Kremlin a souvent été accusé d'être déconnecté de la réalité, enfermé dans cette espèce de tour d'ivoire, la candidature de Vladimir Poutine en tant que candidat indépendant montre bien que le pouvoir a pris acte du mécontentement populaire. Cette prise de conscience et les relatifs signes d'apaisement envoyés par Moscou aux Occidentaux permettent de penser que le dernier mandat de Vladimir Poutine aura pour objectif de redresser l'économie du pays et de répondre aux attentes de la population. Merci beaucoup Fabien pour cet éclairage et on vous retrouvera donc le mois prochain depuis l'Asie où vous avez décidé de faire un tour de 3 mois en passant notamment par le Japon, par la Thaïlande ou encore par la Corée du Sud. C'est ça exactement, on appelle ça un terrain. Exactement. Bon voyage Fabien et rendez-vous le mois prochain. Merci. Le monde qui bouge, Fabien Herbert. Ici Londres. Ici Londres avec vous Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour Martin. Oui, vous êtes en duplex de Londres, de vives tensions, Xavier Moreau en parlait il y a quelques instants, de vives tensions entre Londres et Moscou autour d'un agent secret. Racontez-nous. Il y a de vives tensions entre le Royaume-Uni et la Russie depuis quelques jours. Le 4 mars dernier, un ancien agent double, Sergei Skripal, âgé de 66 ans, et sa fille Yulia, ont été retrouvés empoisonnés sur un banc dans le centre-ville de Salisbury, dans le sud de l'Angleterre. Ils se trouvent à l'hôpital dans un état critique mais stable. Cette affaire a vite fait ressurgir le spectre de l'assassinat en 2006 d'Alexandre Litvinenko, un ancien agent des services secrets russes opposé à Vladimir Poutine, qui a été tué à Londres sur ordre de Moscou selon un juge britannique. Mardi et mercredi au Parlement, Theresa May a désigné Moscou comme coupable dans l'empoisonnement de Sergei Skripal et de sa fille. La première ministre britannique a annoncé également mercredi un boycott de la compétition de football en Russie par les membres du gouvernement et de la famille royale britannique. Depuis l'hospitalisation de Sergei Skripal et de sa fille Yulia, le ton ne cesse de monter entre Moscou et Londres. Après plusieurs jours d'accusations réciproques, le Premier ministre britannique Theresa May est passé aux actes en expulsant 23 diplomates russes. Ils ont une semaine pour quitter le pays. Elle a ajouté également qu'elle voulait geler des contacts bilatéraux avec la Russie. Il y avait ensuite une séance de questions à la Première ministre. La majorité des députés conservateurs, libéraux-démocrates et du Parti travailliste ont tous félicité Theresa May sur son discours sur la Russie. Un grand nombre de députés du Labour Party se sont unis et se sont distancés de leur chef Jeremy Corbyn, qui est pro-russe et défend Vladimir Poutine. Mercredi soir, le Royaume-Uni a porté l'affaire Skripal devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités russes ont promis jeudi de riposter à l'expulsion par le Royaume-Uni de 23 de leurs diplomates. Jeudi également, le secrétaire d'État britannique à la Défense, Gavin Williamson, a déclaré que la Russie doit se taire et partir. Moscou pense que Londres cache quelque chose. Mais cette attaque de Salisbury démontre que le Royaume-Uni doit travailler avec ses alliés européens. Le Brexit mettra en danger la sécurité du pays et l'isolera du continent face à la menace russe. Le duplex avec Franck Bayenav depuis Barcelone. Bonjour Franck. Bonjour Martin, bonjour à tous. Oui Franck, vous avez décidé de retourner à Barcelone, on s'en souvient, vous y étiez il y a tout juste 2 mois, au mois de janvier. Que s'est-il passé justement depuis ces 2 derniers mois ?
Alors pour commencer, ce qu'il faut retenir de ces 2 derniers mois, c'est qu'il n'y a toujours pas de président de la Généralité de Catalogne. On s'est arrêté au mi-janvier où c'était le président de l'Assemblée du Parlement de Catalogne, devant lequel je me trouve, qu'a été élu Roger Torrent, le candidat des indépendantistes. Malheureusement, il y a eu des soucis, notamment avec le parti Ciudadanos, le premier parti qui a été élu sans le jeu des alliances. Les indépendantistes avaient proposé Carles Puigdemont, qui est encore et toujours à Bruxelles, et du coup ça crée quelques problèmes. Du coup on va en parler dans quelques instants, mais Carles Puigdemont a proposé la candidature de Jordi Sanchez, qui lui est en Espagne mais en prison. Là encore, un problème a été posé, c'était au début du mois. L'Assemblée devait se réunir ce lundi, finalement la session a été reportée. Ce qu'il faut retenir des éléments du dernier jour, c'est notamment dans le journal La Vanguardia de mercredi, où l'ERC, la gauche républicaine, Esquerra Republicana, à travers sa secrétaire générale, Marta Rovira, demande un plan C à Junts per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont. On verra bien sûr qu'est-ce que cela va donner, notamment au fil des prochains jours et des prochaines semaines, mais en tout cas, pour l'instant, les problèmes politiques pour la Catalogne ne sont pas près de se terminer. Alors Franck, donc, Carles Puigdemont est toujours à Bruxelles, mandat d'arrêt international. Et quant à Jordi Sanchez, député catalan, eh bien, il est en prison et il a déposé un recours en début de semaine. Qui est-il et surtout quel est son avenir ? Alors, justement, on parlait du plan C, c'est le plan B, Jordi Sanchez. Jordi Sanchez, c'est le numéro 2 de la liste de Junts per Catalunya, le parti de Carles Puigdemont. Carles Puigdemont qui est donc le numéro 1 de cette liste, qui est député, forcément, mais il est en prison depuis le 16 octobre dernier. C'était un des premiers prisonniers politiques de cette crise catalane. C'est à cause d'un délit, je cite, de sédition dû au référendum qui a été organisé par la Catalogne de façon illégale, d'après Madrid, le 1er octobre dernier. Il devait être investi ce lundi. Malheureusement, il avait fait un recours, ce que vous disiez dans votre question, Martin. Il a fait un recours pour assister à cette session parlementaire prévue au Parlement de Catalogne lundi. Malheureusement, la session a été annulée quelques heures avant par le président du Parlement, Roger Torrent. Autant dire que la situation promet, comme je vous disais, d'être encore compliquée pour savoir qui va diriger au final cette Généralité de Catalogne. Ouais, en tout cas, au-delà du célèbre match de foot entre le Real de Madrid et le FC Barcelone, les deux villes, elles, connaissent des relations tout à fait tendues. En témoigne donc le procès de cet acte, une photo brûlée. C'était il y a plus de 10 ans, n'est-ce pas Franck ? Oui, alors ça date d'il y a 10 ans, cette guerre, ça date d'il y a plusieurs dizaines d'années déjà, mais en tout cas elle ressurgit cette semaine. C'est une histoire qui s'est passée à Gérone, un petit peu plus au nord de Barcelone. C'était au mois de septembre, lors de la visite du roi et de la reine de l'époque, le roi Juan Carlos et la reine Sofia. Deux jeunes indépendantistes ont alors brûlé un portrait du roi et de la reine de l'époque, et ça fait le tour de la presse de ce mercredi. Par exemple, El País qui remonte une photo d'époque. Il y a également le journal El Periódico qui revient sur la décision de Strasbourg. Justement, cette décision, elle est importante. C'est la décision du tribunal européen des droits de l'homme. En effet, les deux jeunes ont été condamnés par la justice espagnole à 15 mois de prison. 15 mois qu'ils ont exécutés depuis. Mais la décision rendue cette semaine donne comme motif que ces jeunes avaient le droit de le faire. D'après l'article 10 de la Constitution européenne, en effet, il y a le motif de la liberté d'expression qui explique que du coup, ils avaient le droit de le faire, et demandent donc à Madrid de les indemniser pour ces 15 mois de prison. Madrid ne réagit pas, en tout cas, une goutte d'eau encore du côté de Madrid dans cette crise catalane qui dure déjà depuis très longtemps. Merci beaucoup Franck, et d'ailleurs depuis l'enregistrement de ce duplex, une autre information nous est parvenue à propos de Jordi Sanchez, vous en parliez tout à l'heure. Et bien Jordi Sanchez pourra sortir de prison mardi uniquement pour son audience au tribunal suprême. Merci beaucoup Franck pour toutes ces précisions, bon retour sur Pau, et on vous retrouve donc la semaine prochaine. Le duplex.
À suivre sur C'est l'info dans la deuxième demi-heure de l'émission, nous parlerons médias. Orange a enfin conclu un accord avec TF1, c'est Gaëtan Hellmans qui vous en parlera en fin d'émission. Mais avant cela, page spéciale politique française, on va parler du Parti Socialiste. Quelle reconstruction possible pour ce parti avec Ella Micheletti. Mais avant cela, on reçoit Benoît de Valicourt. La communication de Marine Le Pen est mauvaise, c'est ce qu'il défend. On l'écoute dans quelques instants. C'est l'info, l'invité de la semaine. Ils étaient 7,7 millions au premier tour, 3 de plus au second tour de la présidentielle l'an dernier. Tout cela suivi d'une dégringolade aux législatives avec 8 députés finalement élus. Une érosion dans les urnes depuis confirmée dans les sondages avec une moindre adhésion d'une année sur l'autre au Front National. Et le week-end dernier, le congrès de la refondation avait lieu à Lille pour notamment entériner les anciens statuts mais également introduire un nouveau nom, Rassemblement National. Le chef ne change pas, c'est Marine Le Pen qui commande l'ex-FN désormais nommé Rassemblement National. On va en parler avec vous, Benoît de Valicourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en communication, auteur du site internet observateurdudimanche.com. Alors ce changement de nom, il est acté, pas totalement validé. Un changement de nom qui, d'ailleurs, pour l'anecdote, n'a pas fuité et qui pose aujourd'hui des problèmes. Bon, tout cela est anecdotique. Le nom, en tout cas, lui, devrait être approuvé. A priori, le nom devrait être approuvé par les militants, puisque je crois que c'est la procédure qui a été retenue par ce fameux congrès. Le passé, ou du moins les références du passé, ne m'inspire pas grand-chose parce que je trouve que c'est un petit peu compliqué ou du moins un petit peu facile d'aller rechercher dans les annales de l'histoire des noms qui peuvent se rapprocher. Moi, je crois que le nom, si je réfléchis d'un point de vue uniquement de la communication, sans être allé chercher dans les annales de l'histoire. D'abord parce que ça a été un travail de quelques journalistes et quand on réfléchit bien, de journalistes qui de toute façon ont pour mission de taper sur l'extrême droite française. Donc ça, c'est une fois qu'on a dit ça, on pourrait peut-être s'intéresser à ce vrai nom. Rassemblement National, je trouve qu'il a un intérêt. Il correspond à la logique politique du Front, qui est de dire nous rassemblons les Français. Et je crois sincèrement aujourd'hui que le Front National n'est ni de droite ni de gauche. Le Front National est un parti extrême, certes, mais qui rassemble autant des gens de droite et de gauche. Il est un petit peu le mouvement ni de droite ni de gauche populaire, alors que par exemple le macronisme est aussi un mouvement qui rassemble ni de droite ni de gauche, mais plus bourgeois. Oui, alors du coup, au milieu de tout cela, la stratégie de dédiabolisation entamée par Marine Le Pen il y a maintenant 5-6 ans, finalement vous apparaît comme aboutie aujourd'hui. Abouti non, parce que je crois que malheureusement, Marine Le Pen a le charisme d'une huître. Et de ce fait, sa communication est mauvaise. Oui, alors quelles sont les diverses stratégies de communication que vous avez vous-même étudiées au Front National ? Il y a deux communications, il y a deux stratégies de communication au Front National. Vous avez une communication qui est une communication extérieure, c'est-à-dire tous les messages, notamment qui sont envoyés aux militants, qui sont leurs affiches, qui sont etc., qui là est plutôt une bonne communication. Le Front National a toujours su, et même à l'époque de Jean-Marie Le Pen, a toujours su avoir des affiches choc, parfois même de belles affiches graphiquement. Je me souviens par exemple de la campagne présidentielle, alors j'ai plus l'année en tête, mais où Jean-Marie, ça devait être face à Chirac d'ailleurs, où il posait sur une photo en noir et blanc, un peu à la Helmut Newton, qui était assez belle. Je me souviens d'une grande affiche du Front National, Le Pen, le peuple. Donc ils ont toujours eu une stratégie de communication de mouvement populaire, de mouvement, aimant les grands-messes. En revanche, la stratégie de communication, c'est-à-dire pour conseiller les cadres du parti, est une catastrophe. Ils ne savent pas maîtriser leur langage, ils ne savent pas maîtriser leur gestuelle, ils ne savent pas maîtriser
le dosage du message, parfois agressif et parfois beaucoup plus rassembleur. Oui, ça apparaît donc comme une limite de cette fameuse marque Le Pen, mais marque aussi du Front National. Et alors justement, est-ce qu'au milieu de tout cela, eh bien Marion Maréchal Le Pen, qui a donc été élue en 2012 députée dans le sud-est de la France, qui s'est ensuite retirée donc il y a 6 mois, est-ce que Marion Maréchal Le Pen peut inspirer une certaine forme de renouveau au sein de ce désormais Rassemblement national ? À partir du moment où Marion Maréchal Le Pen est jeune, plutôt sympathique, en tout cas dans son approche physique. Moi, je ne la connais pas, donc je ne peux pas vous dire si elle est vraiment sympathique lorsqu'on discute avec elle. Mais en tout cas, elle a toujours ce sourire plutôt avenant. Elle a ce physique plutôt gracieux. Il est évident qu'entre Marine Le Pen, qui fait davantage penser à Angela Merkel physiquement, et Marion Maréchal Le Pen, qui a plutôt comment dire, le look d'une jeune fille de bonne famille, très années 60-70, très chic, effectivement, elle fera sans doute beaucoup plus fantasmer les uns et les autres. Et je dis ça volontairement parce que malheureusement, en politique, le physique compte beaucoup. Hein. N'oublions pas que un homme politique ou une femme politique dans un parti, lorsqu'il est à un certain niveau, il n'est plus forcément une tête à penser, mais il est une bouche à parler. Hein. C'est quelqu'un qui porte un message. Et pour porter ce message, eh bien, il faut avoir le charisme qui va avec. Donc, Marion Maréchal Le Pen a sans doute cette capacité à dépasser sa tante, à se rapprocher peut-être même de son grand-père dans l'approche culturelle, historique, c'est-à-dire d'un apprentissage d'humanité, c'est-à-dire d'un savoir, alors que Marine Le Pen est plus brute de décoffrage. Les références historiques, c'est pas son truc. La culture, c'est pas manifestement son truc. Alors que le Pen père était un monument de culture. Et Marion Maréchal Le Pen, il semblerait qu'elle se rapprocherait intellectuellement plutôt du grand-père et elle aurait en plus ce côté physique agréable qui peut en faire un personnage intéressant dans la politique française dans les prochaines années. Oui, et on l'a appris, hein, d'ailleurs Marine Le Pen ne conduira pas à la tête de liste des européennes, ce qui signifie peut-être que Marion Maréchal Le Pen pourrait faire son grand retour à l'aube de ces européennes de 2019. Alors, ce qui serait, à mon avis, une excellente fenêtre de tir pour Marion Maréchal Le Pen, et qui serait peut-être assez porteur pour le Front National, parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y aura 2 oppositions entre les pro-européens de M. Macron, mais avec un discours très européen, mais qui n'est pas audible aujourd'hui dans la société française. Parce que pour la majorité des Français, l'Europe est responsable des maux de l'économie, de l'immigration, etc., etc. Donc son discours n'est pas audible. En revanche, le discours du Front National, ou Rassemblement National, est profondément anti-européen et donc a un écho dans la population française. Et ce discours porté par une jeune femme avenante, souriante, qui n'est pas agressive, elle a laissé à l'Assemblée nationale le souvenir d'un parlementaire agréable. Oui, et on va terminer, Benoît de Valicourt, par parler de David Rodriguez. Donc il était l'assistant parlementaire du député Sébastien Chenu, militant du Front National à la jeunesse, et il a mis son parti dans l'embarras alors qu'a émergé une vidéo où l'entendait prononcer des insultes racistes, et il a donc annoncé en début de semaine sa démission. Et en face, la plupart des responsables du Front National interrogés par la presse ont nié cette vidéo. Là encore, en matière de communication, tout cela reste étrange et compliqué à décrypter. Hein. D'abord, je crois que il est complètement absurde d'aller nier une
information qui circule sur les réseaux sociaux et qui est factuelle. Deuxièmement, je suis surpris que des jeunes dans notre pays aujourd'hui, qui sont nés à la fin des années 90, alors qu'on venait de terminer les pires atrocités de l'humanité, que depuis finalement le début des années 2000, nous ne connaissons pas d'atrocités à grande échelle, puisque le dernier grand génocide a été le Rwanda, et que l'on puisse encore tenir des propos racistes dans un pays comme la France, moi c'est quelque chose qui me dépasse. Je pense pas qu'il s'agisse d'un problème de culture, je pense qu'il s'agit d'un véritable problème intellectuel. Merci beaucoup Benoît de Valicourt d'avoir répondu à nos questions autour du Front National, désormais nommé Rassemblement National. Et je rappelle qu'on peut vous lire sur votre site internet observateurdudimanche.com, où vous y écrivez notamment « Je vote blanc parce que le bleu est devenu marine et le rouge a perdu de sa passion ». C'est exact. C'est exact. Merci à vous. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Et on va parler cette semaine dans cette chronique du Parti Socialiste. Une reconstruction est-elle possible pour le Parti Socialiste? Pour en parler, Ella Micheletti. Bonjour Ella. Bonsoir Martin. Alors justement, première question et elle est très vaste. Ella, quelle reconstruction possible pour le Parti Socialiste? Eh bien Martin, c'est en effet une question qu'on peut se poser, car depuis le printemps dernier, le PS n'en finit plus de sombrer, au point de finir, comme chacun le sait, à 6% au premier tour de la présidentielle et à 7,44% au premier tour des législatives. À l'Assemblée nationale, les socialistes ont enregistré une baisse de 252 députés. On compte seulement 30 socialistes dans l'hémicycle actuellement. Un sondage Harris Interactive du 3 et 4 mars révèle que 33% des Français ont envie de voir le PS jouer un rôle moindre. 42% le même rôle, qui est déjà faible, avouons-le, et 21% un rôle plus important. Un sondage du même organisme datant du 5 et 6 mars nous apprend que 77% des Français ont une mauvaise opinion du PS. Alors, si des difficultés existent aussi chez les Républicains, elles semblent vraiment encore plus grandes au Parti Socialiste. Pour quelles raisons? Eh bien, tout d'abord parce que l'espace politique du PS est aujourd'hui extrêmement restreint. Idéologiquement, il est pris en étau. En effet, à sa gauche, une extrême gauche mélenchoniste qui se revendique très tranchée et qui est à l'avant-garde à l'Assemblée nationale, comme sur les réseaux sociaux, de l'opposition à la politique macronienne. Une extrême gauche qui, avec la personne de Jean-Luc Mélenchon, a fini 4e à la présidentielle. À sa droite, ce fameux grand centre ou extrême centre d'Emmanuel Macron. Or, tout le monde sait que le PS s'est converti au libéralisme, au libre-échangisme et à la mondialisation dérégulée dans les années 80 et 90, notamment avec le traité de Maastricht. Une des rares personnalités anciennement socialistes opposées au libre-échangisme étant Jean-Pierre Chevènement. Donc, même s'il s'en défend et tente de se positionner en opposition à Emmanuel Macron, le PS n'a de toute façon plus rien de socialiste économiquement. De nombreux socialistes sont finalement dénotables, avec le cœur à gauche, mais le porte-monnaie à droite, qui ont souvent vilipendé des socialistes de l'aile gauche avec un programme plus tranché ou fait des leçons de morale à la droite. Ces fractures idéologiques du PS rendent son espace politique très mince. Ouais, le cœur à gauche et le porte-monnaie à droite, c'est assez fou. Donc effectivement, ces fractures rendent l'espace politique du Parti Socialiste très mince, mais est-il totalement inexistant ? Eh bien, inexistant peut-être pas, mais pour combler cet espace politique, il faudrait que le PS arrive à se positionner comme opposant réel à la politique macronienne. Dans le débat du 7 mars sur LCI pour le futur poste de premier secrétaire, seuls Emmanuel Morel et, par certains égards, Luc Carnouvas se sont posés en opposants farouches et déterminés selon une ligne, pour le coup bien à gauche. Et le choix des termes est très important aussi. Emmanuel Morel s'est lui-même qualifié d'opposant frontal à Emmanuel Macron et assume aussi son côté frondeur vis-à-vis du PS. Il évoque par exemple un socialisme décomplexé, une vision antilibérale et se montre totalement critique du quinquennat de François Hollande.
Personnellement, je pense que c'est là la seule stratégie potentiellement gagnante pour le Parti socialiste. Stéphane Le Foll et même Olivier Faure, sous certains aspects, ne sont pas dans cette vision du passé faisons table rase. L'élection de Stéphane Le Foll comme premier secrétaire du PS serait pour le parti se tirer une balle dans le pied, revenir en arrière et montrer aux Français qu'il n'a rien compris. Or, si le PS veut renaître, il doit rompre avec ce quinquennat au mauvais bilan de François Hollande et être un adversaire affirmé d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La seule possibilité pour occuper cet espace politique aussi restreint, eh bien, d'un côté, soit de partir sur le terrain de Jean-Luc Mélenchon, donc autrement dit de faire muter le PS vers un socialisme plutôt décomplexé et un parti qui serait très à gauche, en évitant toutefois la fascination que l'on connaît tous malheureusement de l'extrême gauche en général pour la violence politique, et la proximité de certains membres de la France insoumise avec les thèses et mouvements indigénistes et communautaristes. Économiquement, le PS n'a toujours pas tiré leçon de ses erreurs non plus. Il s'est transformé en un parti de notables bontins, voire bobos parisiens, qui sont à des années-lumière des classes sociales populaires. Mais il a également perdu le sens de la nation et de l'identité, qui sont des thèmes, mais alors disons-le, totalement tabous chez lui. Or, il pourrait avoir une carte à jouer sur ces sujets-là, car à gauche, seul le MRC assume tranquillement et sans dérive nationaliste le concept de nation. C'est là un point noir de l'extrême gauche d'ailleurs. Une partie des militants a toujours cultivé le goût de l'internationalisme, mais au détriment de celui de la nation française, et semble parfois détester tout ce qui est synonyme de France franchouillarde et enracinée. Toutefois, ce défi est difficile pour le PS. Il peut vite se retrouver trop près d'Emmanuel Macron ou trop près de Jean-Luc Mélenchon et se retrouver noyé. De son côté, finalement, Laurent Wauquiez a beaucoup moins de problèmes, car il peut plus facilement, à mon sens, affirmer une ligne de droite, vraiment de droite, comme il l'a dit lui-même, pour s'opposer à cet extrême centre d'Emmanuel Macron. Une droite des racines, des traditions, une droite garde-fou sur le terrain de la bioéthique, par exemple. Il pourrait même parsemer ses discours d'une pointe de souverainisme, étant donné que Marine Le Pen, à sa droite, emprunte de nouveau un chemin libéral depuis le départ de Florian Philippot. Le PS est quant à lui beaucoup plus bloqué. Oui, le PS a donc un problème clairement idéologique, et là, mais au-delà de cela, ne souffre-t-il pas d'une absence de personnalité politique ? Oui, tout à fait. En plus de ce problème de doctrine et d'idéologie, en totale rupture avec le peuple français, le PS manque cruellement, et ce depuis des années, de leaders charismatiques. Il est vrai que c'est là un concept qui le gêne, et même qu'il rejette, mais pas les Français. Soyons réalistes 2 minutes. En théorie, oui, on ne devrait voter que pour un programme, mais la personnalité, le charisme, l'engouement suscité par un candidat compte aussi beaucoup. L'idée de leader charismatique est totalement assumée chez la droite LR, qui a eu par exemple Nicolas Sarkozy. Ce dernier, d'ailleurs, continue d'avoir des soutiens dont le terme de fan serait même plus approprié. Il a suscité une vague de rejet très violente en 2007, mais aussi un tsunami d'adhésion au-delà de son électorat de droite. Il a en quelque sorte réussi à envoûter. Au PS, depuis François Mitterrand, qui était certes sans conteste l'un des plus grands leaders charismatiques de la Ve République, il y a un vide à ce niveau-là. Or, s'il veut se reconstruire, le PS doit muter idéologiquement, mais aussi trouver un chef charismatique capable de soulever un minimum les foules. Mais est-il prêt à le faire? Et surtout, cherche-t-il à le faire? Dans le débat du 7 mars, même si les candidats cherchent à accéder au poste de premier secrétaire, et donc s'adresser aux militants socialistes, ils ont eu tort de ne pas se montrer plus unificateurs au niveau national. Ils auraient dû parler aux Français, même si l'issue du débat porte sur la présidence du parti. Luc Carnouvas a déclaré être fier d'être socialiste. Certes, très bien, mais le problème est peut-être justement là. Le PS fait du PS. Et c'est là l'une des raisons qui a conduit à l'éloignement d'une grande partie des Français. Des candidats passés sur des médias nationaux, potentiellement regardés par tous les Français, pas uniquement les militants socialistes. Alors, polémiquer sur le bilan de François Hollande et n'évoquer l'Europe, la crise migratoire et la laïcité que 5 ou 10 minutes, eh bien, c'était le meilleur moyen de faire fuir les téléspectateurs. Et c'est ce qui s'est passé, ils étaient seulement 200 000. Mais pourtant, ce débat leur a tout de même offert une couverture médiatique d'un niveau national. En effet, certes, mais encore une fois, elle est à relativiser car ils n'ont pas su saisir l'opportunité. Or, le PS est en train de sortir du champ médiatique depuis des mois. Pour revenir sur le devant de la scène, il faut penser au-delà de la tambouille interne. Les militants vont faire leur choix, d'accord.
c'est très bien, c'est important, mais ce qui compte le plus dans le paysage politique français, c'est l'ensemble des citoyens. La renaissance du PS passera par la France entière si elle doit se faire. De plus, les médias ont le pouvoir de gonfler un événement, une personnalité. Surtout la presse people, quand on sait s'entendre avec elle, comme l'ont fait Emmanuel et Brigitte Macron. Ne serait-ce que le choix d'un titre comme celui d'un article du Huffington Post du 9 mars donne parfaitement le ton. Le candidat socialiste Emmanuel Morel, sosie de Hollande, préférerait ressembler à Brad Pitt. Écoutez Martin, ce titre est tout simplement pathétique. Si le Huffington Post avait voulu mettre en avant le fait que Emmanuel Morel a été le meilleur des 4 débatteurs, ce qui a été le cas en effet, il aurait titré La Révélation ou un titre, un exemple de ce genre de titre. Plus percutant. Voilà, tout à fait. Mais en plus, aucun média n'a jamais titré sur le fait qu'Emmanuel Macron ressemble à Boris Vian. Pourtant, tout le monde y a pensé. C'est triste à dire, mais aux yeux des médias et aux yeux des Français, le PS n'est plus attractif ni crédible. S'il veut le redevenir, il va devoir faire un lourd, très lourd travail sur lui-même et se débarrasser de ses vieilles lubies. Et encore, tout ne dépendra pas de lui. Il sera tributaire de la réussite ou de l'échec de la majorité en place, mais également de la capacité de la droite à se reconstruire, peut-être autour de Laurent Wauquiez. Voilà, et en quelques mots, donc pour terminer cette chronique, les articles à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Et bien tout d'abord, un article de Pierre-Henri Paulet, donc, sur les élections en Italie, daté du 5 mars dernier, un lendemain des élections, une journée particulière. Un article dans lequel Pierre-Henri Paulet vous explique à quel point le parti anti-système Mouvement 5 étoiles, qui enregistre de très loin le plus gros score, apparaît comme un nouvel avertissement pour l'Europe. Et puis un article que vous signez également sur une page des Voix de l'Hexagone, le cœur et les mots, sur Abou al-Attaya, la vie ne vaut pas d'être vécue sans la mort, c'est bien cela, Ella. Oui, c'est tout à fait ça, sur un poète arabe du 8e siècle. Merci beaucoup, Ella Micheletti, pour toutes ces précisions donc, autour du Parti Socialiste, le PS, quelle reconstruction possible. Et on vous retrouve à la fois sur le www.c-l'info.fr, mais également sur les voix de l'hexagone, sur voixdelhexagone.fr. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Bonjour Gaëtan. Bonjour Martin. Bonjour à toutes et à tous. Oui, et après Bouygues et SFR, c'est un troisième opérateur qui s'est décidé à conclure avec le groupe TF1. Il s'agit donc de Orange. La saga continue pour TF1. La saga continue, et si vous avez suivi C'est l'info la semaine dernière, vous avez donc toutes les clés en main pour comprendre cette histoire. Dans le cas contraire, je vous invite à aller l'écouter. Et comme vous l'avez dit Martin, en effet, le groupe TF1 a donc conclu un accord avec Orange. Cet accord prévoit, comme vous le savez déjà, l'ajout de services additionnels comme le replay, reprendre un programme depuis le début et bien d'autres. Pour tout cela, Orange a versé une somme très raisonnable avec bien moins de 15 millions d'euros. Rappelons que comme d'autres, il ne paye donc pas pour distribuer les chaînes du groupe TF1. Et pour rappel, entre-temps, le groupe Canal+ a rétabli le signal de ses chaînes, mais pas du replay, et est prêt à reprendre les négociations. Par contre, c'est toujours l'impasse avec Free qui menace toujours, à son tour, de couper le signal. Oui, et après M6 et TF1, un autre groupe entre dans l'arène des rémunérations de ces chaînes gratuites. Et ce groupe, Martin, c'est Next Radio TV, qui chapeaute, entre autres, les chaînes gratuites de la TNT, BFM TV, RMC Découverte et Numéro 23. En effet, lors d'une conférence de presse d'Iliade, qui est la maison mère de Free, Maxime Lombardini, son directeur général, a indiqué que le groupe Next Radio TV voulait être rémunéré pour ses chaînes, comme quoi la saga fait des émeules. Et il a déclaré, je cite, « Nous avons reçu une lettre recommandée qui ressemble à celle que nous avions reçue de TF1. Nous sommes choqués par le fait que l'on veuille faire payer un signal qui existe pour tous les Français, sans toutefois préciser la somme que réclamait le groupe Next Radio TV. » D'ailleurs, Xavier Niel, le fondateur de Free, a redit dans l'émission de C8 au tableau qu'il ne payerait pas pour diffuser des chaînes gratuites. Et lors de la conférence de presse de Iliade, il a ajouté, je cite, «
Est-ce qu'il faudra payer pour la Coupe du Monde de football que doit diffuser TF1 cet été ? En soulignant que les Français payent déjà une redevance et qu'ils ne doivent pas payer un impôt supplémentaire pour regarder TF1, M6 et les chaînes qui réclament une rémunération aux opérateurs. Mais il reste ouvert aux discussions pour les services additionnels comme le replay. En bref, Gaëtan, TF1 lançait ce lundi son nouveau magazine dans la continuité du 20h, toujours avec Gilles Boulot. Et ce magazine fonctionne plutôt pas mal, les audiences sont bonnes. Son nom, Martin, c'est 20h le mag, et pour sa première, ce lundi 12 mars, son objectif d'audience, qui était de 20%, je le rappelle, est atteint. En effet, 5 290 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous avec 20,6% de part de marché. Juste avant, le journal de 20h a rassemblé 5 950 000 téléspectateurs avec 24,4% du public. Cependant, le lendemain, le magazine a perdu 351 000 téléspectateurs pour arriver à 4 930 000 et 19,2% du public. Ce qui reste un score bien honorable, proche des 20%. Ceci dit, le programme a quelques semaines pour s'installer confortablement. Voilà une nouvelle qui va plaire aux accros de ce programme, Pékin Express. Pékin Express fait son retour sur M6 après 4 ans d'absence et son parcours est d'ores et déjà connu. C'est un peu un retour aux sources pour cette émission, Martin, avec une présence en Asie, là où tout a commencé. Pour le commencement, ils seront en Malaisie, sur l'île de Bornéo, en Asie du Sud-Est. Ensuite, ils se rendront aux Philippines et enfin au Japon, et notamment dans les rues de Tokyo. Julien Lepers enfin. Julien Lepers, il réclame de l'argent à Fremantle suite à son licenciement de Questions pour un champion. On s'en souvient, ça avait causé une grande panique dans le monde des médias. Oui Martin, et pour remettre les choses dans leur contexte, Fremantle produit Questions pour un champion sur France 3. Julien Lepers, qui a officié durant 28 ans, a présenté sa dernière émission le 20 février 2016 avant d'être évincé pour officiellement une baisse d'audience. Il a été remplacé par Samuel Etienne. On pourrait désormais créer une nouvelle émission baptisée Questions pour de l'argent. En effet, Julien Lepers réclame 3 400 000 € à Fremantle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice d'image et discrimination, avec pour référence la déclaration de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, qui déclarait la trop forte présence à la télévision des hommes blancs de plus de 50 ans. Leur verdict de cette affaire est attendu le 5 avril prochain. Et c'est ici que se terminent les coulisses de l'info pour cette semaine. Martin, à la semaine prochaine. C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à la préparer. Merci également de l'avoir écouté sur le www.c-l'info.fr ainsi que sur l'ensemble de nos radios partenaires. Vous nous retrouvez tout naturellement la semaine prochaine. Et puis d'ici là, n'oubliez pas, les réseaux sociaux sont également là pour que l'on continue à vous raconter les coulisses de cette information. Instagram, Twitter, YouTube. N'hésitez pas donc à nous suivre. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine.